ce que j'ai souhaité en invitant François Bon aujourd'hui pour cette présentation, c'est François Bon, c'est un auteur depuis bien longtemps. Il a une présence très forte sur Internet, depuis 97, on cite. Et puis depuis quelques années, depuis 2015, quasiment tout ce que tu fais passe par Internet. Autant les publications, les ateliers d'écriture que tu peux mener, et un peu plus récemment encore, tes interventions via YouTube. Il y a une dizaine d'années, enfin un peu plus, 11 ans, tu as publié Après le livre. Et 10 ans, ouais. Et tu as d'ailleurs repris l'intégralité du livre qui est diffusé sur ton site. Tu as fait un travail que je trouve très intéressant où tu as repris chapitre par chapitre tout ce que tu avais pu à l'époque inscrire, noter, réfléchir. Et ma première question, ça serait à peu près à partir de là, avec ce recul des 10 ans sur Après le livre, comment tu te situes par rapport à ce que tu y disais à l'époque, ce que tu as fait rejaillir aujourd'hui dans cette série qui s'appelle Les Numériques sur YouTube. Voilà, comment tu te situes donc aujourd'hui après le livre? C'est une question ultra simple, mais avec lui, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Mais c'est toujours, je pense qu'on est toujours spectateur de soi, et donc toujours installer autant qu'on peut une sorte de regard rétrospectif sur des pratiques qui nous embarquent. Et en même temps, je ne dirais pas un devoir d'aveuglement, mais le besoin d'aller quand même privilégier le labo, et puis sur 5 pistes, il y en a une qui sera bonne. Pour moi, disons qu'après comme ça 20 ans d'Internet, c'est pas une rupture qui s'est faite d'un seul coup. Je pense que pour moi, l'ordinateur, mon premier, c'était 1988, c'est donc presque un tiers de siècle qu'on est déjà là-dedans. Et encore, je pense que la première fois que j'ai eu un Atari, c'était une transition extrêmement petite par rapport aux machines à écrire à Marguerite qu'on avait, qui corrigeaient déjà les derniers caractères. Et évidemment, ensuite, il y a eu cette rupture, 96, se connecter pour la première fois à Internet. Il y a eu une période, en faisant des ateliers à Sciences Po, on pouvait travailler avec les gamins sur c'était quoi pour eux le souvenir des premiers accès à Internet, quand ils avaient 6 ans, 8 ans. Et puis évidemment, maintenant, c'est totalement inimaginable même de poser la question. Et même ça, pour moi, ça faisait déjà à ce moment-là 2 ans que j'utilisais couramment des modems pour se transférer les fichiers. Quand on arrivait sur Internet, il y avait 14 sites littéraires, mais toi aussi, tu n'étais pas loin, non? C'est vers ce moment-là qu'on s'est croisés. Et donc, c'était pas du tout l'idée de la bibliothèque géante. L'idée, c'était des tout petits rapports qui s'établissaient très vite dans des tout petits réseaux. Pour moi, le réseau, c'était lié au Conservatoire des Arts et Métiers, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un truc qui s'appelait ABU, Association pour la Bibliothèque Universelle, comme par hasard. Et un autre site en Suisse qui s'appelait Athéna, même les slips après leur ont fait un procès, mais ils l'ont perdu. Où il s'agissait simplement, moi j'avais par exemple tout un Rabelais que j'avais renumérisé à la main d'après les premières éditions, les éditions originales, donc non reponctuées, avec tous ces indicateurs qui pour nous étaient, qui ont été, disons, bouleversés au 19e siècle. Et ce truc-là, c'était chez POL. Paul ne continuait plus la collection, donc je dis au gars, mais je lui ai envoyé une disquette par la poste, au gars de Suisse, en disant, tenez, j'ai ces Rabelais, qu'est-ce que ça serait bien? Et puis là, on a été pendant 2 ans à créer des tâches communautaires. Ça, pour moi, ça a été aussi la première révélation, qu'on pouvait se mettre ensemble et le jour où, 2 ans plus tard, par exemple, on a été 3 à mettre il n'y avait pas de scanner à l'époque, une transcription complète de l'Autréamont. Un au Brésil, un je ne sais pas où, au Japon, et moi en France, on s'est dit, bon là, c'est un peu fini cette époque-là. Disons que ce que je garderais comme idée, disons, par rapport à il y a 10 ans, donc, d'avoir voulu faire une espèce
de points sur en quoi ça affectait notre rapport au livre, c'est-à-dire une fondation à nos humanités intérieures par la médiation du livre, de la lecture, par cette transmission lente, et puis que tout d'un coup ça s'était bousculé. Qu'est-ce qu'il advenait du livre, quoi on pouvait, quoi ça déplaçait par exemple des concepts comme celui de publication qui repassait. En quoi, par exemple, mettre le concept de publication avant celui du support nous permettait de... Pour moi, il y aurait deux trucs. Le premier, c'est que dans ce temps long des mutations de l'écrit, et même ça, c'est des choses qu'on révise aujourd'hui en permanence. Pour nous, il y a 15 ans, le problème, c'était de dire pourquoi certains peuples ont choisi d'accéder à l'écriture et pourquoi d'autres non. Les Celtes, par exemple, commentaires de César, tout ça, ça mérite d'être regardé de près. Bon, aujourd'hui, on en est beaucoup plus à regarder pourquoi certains peuples ont choisi que les mythologies, les cosmogonies, les généalogies s'exprimeraient par du langage et pas par des reproductions images, comme certaines grottes aborigènes en témoignent. C'est des questions qui nous refondent dans la mesure où on est contraint de redécomposer tous les paramètres du moindre geste. Écrire, cette scription, cette gravure, non, c'est remplacé par un autre type de geste. Mais je ne vais pas entrer dans trop de détails. Puis en plus, dans ce cas-là, tu aurais droit qu'à une question, ce serait méchant quand même. Ce qui, moi, me frappe, c'est que dans ce temps long, donc, les mutations de l'écriture par rapport aux mutations sociales, esthétiques, politiques, etc., sont très limitées. On a les tablettes, l'évolution intérieure aux tablettes, on a le rouleau, on a ensuite le passage au codex, du codex à l'imprimerie, et en gros, après, des mutations secondaires comme la presse, le livre de poche, etc. Comment aller, alors qu'une transition de cet ordre arrive, ne pas la reconnaître comme globale et irréversible? Ça, je pense que maintenant, pour moi, c'est tellement élémentaire. On n'irait pas demander à un astrophysicien s'il fait de l'astrophysique numérique ou à un docteur s'il fait une échographie par la palpation ou avec un scanner numérique. Pour moi, c'est évident. C'est l'usage qui, dans l'histoire de la littérature, à chaque fois, l'épistolaire, conditionne la constitution rétrospective de ce qu'on définit comme corpus littéraire. Donc dans cette histoire longue, pour moi à un moment donné, c'est de dire mais de quoi tu fais le deuil? Tu fais le deuil de toi dans ton rapport avec les éditeurs, tu fais le deuil de toi dans ton rapport à la graphie manuscrite et à tes petits cahiers, et puis se dire à un moment donné, ben non, on est dans cette mutation, dans cette transition. Qu'est-ce que ça peut faire si moi libre à chacun, il n'y a aucune prescription extérieure, mais de dire, dans cette transition, l'explorer de l'intérieur, quelle chance c'est. Ça mène à rien, c'est pas grave. Cette transition est là, et en la travaillant de l'intérieur, oui, ça devient mon laboratoire assumé. Et l'autre point, c'est en quoi, justement, dans cette micro-histoire, si 30 ans d'ordi, 20 ans de web, comment on peut déjà définir cette transition comme, même dans sa durée extrêmement restreinte, comme histoire. C'est-à-dire qu'on peut arriver... On est toujours aveugle sur la transition de nos usages. En ce moment, par exemple, des espèces d'énormes coups de butoir qui sont très discrets, mais entre des trucs qui sont éminemment politiques, comme par exemple YouTube, Instagram, TikTok, et on assiste à ce combat de géants. Franchement, la littérature là-dedans... Mais en même temps, pour nous, c'est le lieu où on installe notre rapport au langage. Donc dans le présent, c'est toujours opaque, et j'allais dire, il y a toujours cette violence, il y a toujours ce côté erratique, mais rétrospectivement, on peut regarder quelles ont été les mutations. Par exemple, pour moi, en 2002-2003, l'ADSL, qu'est-ce que ça voulait dire? Tout d'un coup, on disait, les vieux fils de cuivre du téléphone, on peut s'en servir pour la lecture rapide. Inversement, à la BNF, où ils disaient non, nous on numérise en mode image, on ne veut pas vous donner des fichiers texte. On rouspétait. Simplement, tout d'un coup, avec la DSL, lire une édition originale de Baudelaire ou une édition corrigée de Racine devenait tout d'un coup possible. Ou lire qu'est-ce qui change à la lecture si on prend un livre qui est paru en 1920 ou en 1850, et tout d'un coup, l'augmentation de vitesse par ces vieux fils de cuivre où on mettait le signal
montant sur les fréquences basses. Donc charger quelque chose sur Internet allait doucement, mais on alignait la réception Internet sur les fréquences hautes du signal vocal, c'est-à-dire au téléphone 20 000 Hz en haut et puis disons 60 Hz. Ouais, 60 Hz en bas et 20 kHz en haut. Et ces deux trucs de fréquences qui naviguaient dans les vieux fils en sens contraire, c'est une révolution qu'on pouvait ne désigner que comme rétrospective. Par exemple, en 2004 aussi, je me souviens, on commençait à en avoir marre de nos Mac qui nous avaient tellement apporté parce que Sony et IBM avaient inventé le bureau où on pouvait avoir une fenêtre musique, une fenêtre texte, une fenêtre message. Et on commençait à migrer massivement en dehors de ces machines, et tout d'un coup arrive le bureau multitâche. Qu'est-ce que ça induit comme concentration quand vous êtes justement avec un groupe d'étudiants et que vous savez très bien qu'en même temps qu'ils vous écoutent, il y a les mails, il y a les machins, il y a même la vidéo, etc. Mais pour nous, dans le rapport à la concentration au travail, dans le rapport au multitâche, fait que tous les logiciels ont des fonctions d'évacuer comme ça. Bon, je ne vais pas prendre ce détail éloigné dessus, mais en quoi ça nous apprend aussi, en quoi la lecture traditionnelle a toujours été quelque chose d'ouvert, avec le carnet de notes où on recopie des phrases, avec le bistrot où on était quand on a lu pour la première fois ce texte, avec les arbres, les conversations, avec la façon dont on a parlé dans une lettre, etc. Et donc cet effet rétrospectif, je pense qu'il y aurait d'autres exemples, j'arrête pour ça, mais de pouvoir disposer déjà d'une micro-histoire pour déplier nos usages là où aujourd'hui ils continuent de se modifier, d'être instables et d'être opaques. Donc voilà, je fais le choix de faire que ça, mais sans... Et justement, dans l'évolution, dans cette évolution, il y a quelque chose que tu utilises de plus en plus, quasiment de manière presque exclusive, mais en permettant la variété de ton travail, c'est YouTube en fait. Tu utilises beaucoup la vidéo désormais, c'est un des vecteurs principaux. Alors à la fois de diffusion pour les ateliers d'écriture, pour tes improvisations. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement après ce parcours que tu viens d'évoquer rapidement sur après le livre, pourquoi aujourd'hui c'est sur cette, non pas la plateforme elle-même, mais pourquoi ça passe par la vidéo pour toi? C'est aussi une question à laquelle je ne peux pas répondre de façon élémentaire et simple. Dans les choses qui se croisent, il y a que, pour moi, l'histoire de la littérature est toujours l'histoire de ces formes de partage avec le corps, avec la lecture, etc. Et ça, on pourrait remonter très loin, le statut il y a un monsieur là, je ne sais plus où il est, mais qui a la tâche départementale de l'oralité dans l'éducation nationale. Ouais, il est là. Le mot oralité, il y a 10 ans, on n'aurait pas eu besoin de le placer là. Par contre, si on prend Baudelaire, on sait très dans ses copains mal connus, Asselineau et Champfleury, à peine leur idole est morte et devient un best-seller, qui proposent leur texte sur Baudelaire et qui racontent tous les deux sans se concerter que quand on le voyait arriver de loin, on changeait de trottoir parce qu'on savait qu'il allait nous sortir de sa poche arrière son dernier poème et vous le lire comme ça, alors que Rimbaud, par exemple, lui, laisse un cahier en permanence chez Paul Demény, et quand il fait ses retours de Paris vers Charleville, s'arrête chez Demény et recopie ses derniers textes. Donc là, on a une transmission écrite, contrairement à Baudelaire. Les gens comme Dickens, comme Kafka, sont des gens qui travaillent Enfin, Kafka exerce toujours la lecture publique et de ses propres textes. Et je pense que nous, c'est seulement avec, par exemple, la quantité de choses qu'on mémorise, en poésie, par exemple, ce qui est le côté fondamental de cette mémorisation. Je pense que c'est seulement avec le livre de poche qu'il y a eu cette espèce de régression. C'est pas important, mais ce rapport de littérature au corps et non sans, le rapport sans les images clichés du gueuloir de Flaubert ou toutes ces choses-là, évidemment, pour que ça puisse diffuser et justement la notion élémentaire là, de publication à distance,
l'invention, la suite des inventions depuis le rouleau, le codex, etc., et notamment l'imprimerie, c'est de pouvoir disposer d'une espèce de matrice technique qui fait que cet objet devient reproductible. Et la reproductibilité, c'est aussi, pour moi, il y a 15 ans, on dit, mais c'est quoi l'histoire de la reproductibilité ? Ou c'est quoi l'histoire du blanc entre les mots ? On n'avait pas besoin de ces choses-là. Le livre avait cette espèce de prévalence naturelle, mais monodique. L'espace typographique autorisait ça, et à nous, lecteurs, par exemple dans Rabelais, les notations logogryphes, c'est que celui qui lit pour les autres. Donc les indications de Rabelais sont faites pour celui qui déchiffre et restitue l'interprétation du texte pour le petit cercle qui l'entoure. Et ces choses-là, bon, on pourrait multiplier les petits détails, mais pour moi, ça n'a jamais été absent de la littérature. C'est-à-dire, le livre, c'est ce qu'on reconstitue aussi dans un échange, etc. Par contre, quand on a commencé à ouvrir la question du livre numérique, on parlait de livre augmenté. C'est-à-dire, comment on faisait avec l'EPUB, ah ouais, pour insérer un fichier audio, ah ouais, pour mettre un QR code qui renvoie vers des images. Et là, petit à petit, il y a cette... moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était il y a 2009, c'était simplement pour dire à l'intérieur de mon blog, dans quelque chose où le texte reste prévalent, j'insère, au lieu de photos, des petites séquences, une pelleteuse à Halifax, et puis ça fait partie de mon blog. Petit à petit, ces choses-là sont devenues une instance de lecture, une instance de médiation et de partage de mes propres lectures, mais c'était toujours quelque chose de secondaire. Par contre, et ça, moi, ça a été vers 2015, l'espèce de bascule de ça, sont apparus par le milieu cinématographique, par le milieu photographique, des gens qui faisaient du vlog. Je pense à Casey Neistat en France, Solange Topal qui avait lancé une espèce d'abécédaire que je trouvais formidable. On s'est dit, mais attention, il y a un autre statut de la vidéo qui est justement celui de la publication. Mais par contre, dans le même temps, pour moi, la question de l'improvisation, pour moi, c'est 2003, c'est le moment où, à Beaubourg, Proust entrait dans le domaine, s'élevait dans le domaine public, et Marianne Alphand avait proposé une intégrale Proust. Donc c'était 3 semaines, 15h, 20h, et on se relayait par petits sets de 40. Moi, je suis allé 3 fois, on a dû être 60, 70 à le faire. Il y a une trace filmée d'ailleurs de ça qui vient d'exhumer. Et moi, je passais toujours derrière un zigoto qui s'appelait Christophe Tarkous. Donc je connaissais les livres, un grand beau gars, magnifique, une bonne tête de plus que moi. Et Christophe lisait « Un homme qui dort tient autour de lui le cercle des heures ». Et ce ralenti de Tarkous, c'est ce qui lui permettait là en public de dire « Je ne fais pas précéder ma lecture d'un texte. J'écris dans le temps du partage parce que dans ce ralenti, drogue est bonne, ô drogué, drogué aime la bonne drogue est bonne, ô drogué, la bonne drogue, drogué aime la bonne... » Et ça a commencé à me fasciner sur ce principe en disant... par exemple, lire avec des copains musiciens, il y a l'iPad, il y a tout ça, mais lui, il improvise, et pas moi. À quel moment je pouvais m'approprier ces outils d'impro? Et ça s'est tout le temps renforcé avec la pandémie, par exemple, évidemment. Il y a eu aussi un grand virage, tout d'un coup, c'était des vidéos où tu peux justement faire une journée comme aujourd'hui, ou documenter un atelier. Non, tu es chez toi, tu bouges plus. Bon, ben, tout d'un coup, tu dis, si tous les jours j'enregistre 20 minutes de Proust, ou si tous les jours j'ouvre. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, le travail de carnet, le surgissement de l'écriture, le journal qui serait pour nous tous la captation, le rêve, on peut l'installer dans une publication sans la médiation du retour à l'espace monodique qui est celui de la typographie. Et c'est vrai que depuis 2 ans, pour moi, je suis dans cette aventure-là. Et c'est-à-dire, je n'ai pas le sentiment d'être au bout. Il y a toujours des pulsions, j'ai toujours des chantiers écrits, et ce n'est pas la question. Mais pour moi, le rapport à ce surgissement d'écriture dans ce rapport au monde, et en quoi le réel ne vaut qu'en tant qu'il nous permet là d'établir ce creusement intérieur en tant qu'indécrottable proustien, pour moi, cet outil-là, c'est je publie ce
surgissement de mon rapport au langage. Non, après, il n'y a aucune prescription. Je ne cherche pas du tout ni à le prescrire aux autres, mais pour moi, en ce moment, c'est ça. Après, la question, c'est YouTube. Autrefois, c'était simple. Dans le monde du cinéma, on parlait du CNC tout à l'heure avec Gilles. On recevait les dossiers avec Vimeo parce qu'il ne faut pas faire circuler le making-of, il ne faut pas faire circuler les petits extraits. Il faut le secret absolu pour qu'après le film aille en festival et tout ça. Et nous, tout ça, on a mis le coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que passer de Vimeo à YouTube, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence qui est que c'est à la fois une plateforme réseau, avec les commentaires, avec les partages, avec les possibilités de playlist, et c'est en même temps un archivage, puisque c'est une filiale de Google justement depuis 2009, et que donc c'est archivé, et que si vous cherchez Julio Cortázar ou Michaud, etc., tout de suite vous allez avoir la petite aiguille dans la botte de foin qui va arriver. Et cette question de plateformisation, comme ça c'est le mot qu'utilisent nos amis du québécois, en disant oui, comment se défier d'Amazon et comment faire du print on demand. C'est génial le print on demand. Est-ce qu'on peut se priver du print on demand? Mais avec qui on établit, comment on rentre dans l'esprit commando? Mon copain Pierrot n'achètera jamais un livre sur Amazon, c'est foutu pour les 20 ans à venir, je ne lui en veux pas pour ça, mais ces questions-là, comment on y maintient, nous, pour la littérature, la question de l'usage et du commando. C'est-à-dire, là, je travaille avec une petite classe de lycée pro, avec pas la bac meilleure ici qu'on a, mais celle que j'ai trouvée sur ma route, mais sur une classe de 20, en gros, ils sont 15, on snap, comme ils disent. Moi, ça, je ne suis pas, mais globalement, ils sont 15 aussi à peu près consommateurs de TikTok, ce qui pour moi est c'est terrible, cette addiction au mouvement du scroll et aux trucs comme ça. Et en même temps, il y en a une dont j'ai découvert qu'elle publiait sur, pas WhatsApp, la plateforme collaborative de fiction, Wattpad, merci. Et tout d'un coup, les autres, oh merde, une écrivain dans la salle. Et donc les usages sont là. Et moi, ce qui est marrant, c'est que mes vidéos, finalement, TikTok est passé de 1 à 3 minutes en juillet. Maintenant, ils sont passés à 10 minutes. En même temps, c'est une émanation chinoise. Donc, par exemple, si on voit les médiations ou les régulations politiques par rapport à YouTube ou même Twitter, c'est tout d'un coup, c'est hyper dangereux, mais globalement, mes vidéos non seulement sont 3 fois plus vues sur TikTok, mes trucs brefs, mais quand on m'attaque avec les commentaires, le vieux il a vu, il prend un peu trop de weed, le vieux il sort d'où, faut éviter les pads. Mais c'est mes élèves de lycée pro qui vont ratio, mais qui me défendent sur truc. Donc ces questions de plateforme, autrefois c'était facile de mettre ces trucs, d'insérer sur son propre serveur. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre ça. Et pour moi, là, c'est le 13-14 mai, on sera à Évry, pas très loin, avec une rencontre. On a recensé bien 60 chaînes YouTube, mais comment faire savoir, comment pas valoriser, mais des fois il y a des chaînes totalement exceptionnelles. Mylène Tournier, elle a 800 abonnés. Anne Matt, il doit être à 200 abonnés. Alors que c'est des travaux littéraires majeurs. À côté de ça, la routine de l'édition librairie. Est-ce que tu crois du coup que l'invention du terme littérature de Gilles Bonnet peut accompagner ces travaux-là? On a un copain universitaire à Lyon, il faut que je me méfie parce que c'est enregistré, mais qui est un spécialiste comme ça. Alors il avait inventé qu'on était des écrans vains, mais moi j'ai jamais utilisé ce truc-là. Par contre, sur qu'est-ce qui change au statut de l'auteur par son expression collective, par la constitution via la médiation web de l'auteur comme collectif, et ça pour moi ça change aussi complètement le rapport aux ateliers d'écriture. Il n'y a pas besoin d'aller inventer un mot pour ça. Et littératube, donc comme il y a le booktube ou tout ça, pour moi j'ai pas besoin. Je fais mon travail de littérature que j'ai toujours fait depuis mes 14 ans, et simplement à chaque fois il change d'usage.
Ah, que c'était beau comme souvenir. La première fois, je suis allé aux Galeries Lafayette m'acheter une petite Olympia portable rouge à 700 francs en 1977. Mais cette chose-là, je ne peux pas la servir ni à YouTube, ni à Facebook. Par exemple, sur Facebook, il y a une communauté, je m'en réjouis. C'est vraiment une espèce de vie au quotidien, mais qui est tellement... une espèce aussi de contrepoids social. Non, c'est le statut même de ce salon littéraire, enfin quelque chose qui a toujours été concomitant à n'importe quel art, mais la littérature aussi. Même Samuel Beckett qui laisse 3000 lettres à l'IMEC écrites en 5 langues. Donc on peut être extrêmement solitaire et pas prononcer une parole quand on va boire sa bière le soir. N'empêche qu'on est là en train de boire sa bière. Cette socialité-là, pour moi, elle est là. Par contre, je sais très bien que si, par exemple, si je mets un contenu sur Facebook, par exemple, vous savez, probablement, vous lisez les chroniques d'André Markovits, qui est un poète majeur, avec tout son travail de retraduction. Ça fait 5 ans qu'il fait tous les jours ou tous les 2 jours une chronique sur Facebook. Mais en ce moment, évidemment, André, c'est l'Ukraine, c'est toute sa réflexion là, en tant que lui-même russe sur ce truc-là, c'est passionnant. Mais qu'il mette ses contenus sur Facebook et uniquement Facebook, sauf à faire un livre une fois tous les 2 ans qui reprend ses chroniques. Chacun déploie ses stratégies et dans l'opacité où on est, personne ne peut se prévaloir d'avoir les stratégies justes. Mais pour moi, par exemple, être propriétaire de ces données et les garder, ou propriétaire de l'hébergement, et encore pour moi c'est pas le cas, je loue un serveur à OVH. Si j'arrête de louer mon serveur à OVH, dans les 2 mois, tout mon site évidemment ce truc. Par contre, on travaille depuis longtemps avec Christine Genin, par exemple, à la BNF, qui a été la première à mettre... Enfin, il ne faut pas dire ça, dire « Allez, je suis pas toute seule et tout ça ». Mais la BNF rachète, je crois que c'est en 2004, les archives francophones de la Wayback Machine, qui nous permettent, nous, d'aller retrouver des tas de choses depuis ces tout débuts de l'Internet, qui est un outil formidable. Et puis, à partir de 2004, là, par contre, ils ont des archivages tous les 2 mois pour un nombre de sites déterminé. C'est-à-dire une éditorialisation des bassins de sites pour la littérature. Je crois que Christine en définit 1800, c'est une liste qui est constamment révisée, avec toutes les questions que ça pose. Si c'est un site par exemple, Karl Dubost, qui est français, mais qui vit au Japon, et puis a son serveur à Montréal, est-ce qu'on l'archive ou pas ? Et tous les ans, la BNF fait un ramassage global. Mais par exemple, pour moi, mon site, c'est aussi des parties privées, des parties réservées, c'est aussi, ne serait-ce que pour se payer un ordi, une contribution collective avec des vidéos réservées, des choses comme ça. Et pour moi, c'est très important, ce côté aussi... j'ai jamais connu d'exercice de la littérature, de publication, sans qu'il y ait des contrats, sans qu'il y ait des pourcentages, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut en vivre ou pas ? C'est plein de questions qui sont adventices, qui ne sont pas majeures, mais qui, pour moi, sont importantes aussi à explorer. C'est-à-dire les NFT, par exemple. Dans le monde de l'art, ça devient tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas la question. En même temps, la blockchain qui est née, pour moi j'ai fait 6 ou 8 ans qu'on voit cette bestiole-là arriver, c'est-à-dire qui permet de répertorier toutes les choses bancaires, toutes les choses qui se transforment sur la chirurgie cardiaque, la chirurgie du cerveau, etc. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un dépôt légal ? Non, si on indexe un manuscrit dans la blockchain, à ce moment-là, le contrat d'édition, les contrats de traduction peuvent s'implémenter sur le premier contrat de la blockchain, sur le fait que la base blockchain devient aussi un outil pour la littérature. Donc ce n'est pas des questions où il s'agit d'aller examiner la définition, simplement dire « tiens, je mets des trucs sous NFT, je vais me faire du blé ». Wow, de toute façon, t'en fais pas. Personne ici, par... Xavier Georgin, là, c'est lui, il peut vous revendre quelques Ethereum si vous lui demandez gentiment. Mais ce n'est pas la question de ça. Mais on a un basculement d'ordre juridique qui, en touchant la question du droit d'auteur et du droit de la propriété intellectuelle, revient à des choses qui ont une histoire traçable, par exemple en France, en Angleterre, à la cour de la reine Anne, les premiers textes, je crois que c'est vers 1500 et quelques, etc., etc. Et tout ça, pour moi, c'est passionnant à explorer. Mais on n'est pas
c'est comment ne pas s'asservir soi-même à une plateforme. Ce que je disais sur Facebook, c'est que si je mets ma vidéo sur Facebook, ils vont la diffuser, mais le lendemain, elle sera disparue. Si je mets le lien YouTube avec la vignette, si je mets le lien simplement, ils vont dire « Oh, ça c'est un lien vers l'extérieur », donc on ne le partage pas, même aux gens qui sont abonnés à son site. Alors peut-être c'est des questions qui sont totalement bêtes, mais pour moi, si on veut affronter ce conflit-là, ça vaut le coup de discuter avec eux, ça vaut le coup de le faire. On ne peut pas le comprendre sans le faire un petit peu, sans se mettre les mains un peu dans le sale, quoi. Tout à l'heure, alors je reviens un peu en arrière, tu parlais d'oralité, d'improvisation, et tu ne faisais pas de différence en fait entre, même si techniquement il y en a, une intervention sur une scène et ce que tu vas faire éventuellement au quotidien sur YouTube. Moi, je voudrais qu'on discute un peu de tes ateliers d'écriture. Pendant le confinement, nombreux d'entre nous, on s'est retrouvés dans la difficulté de la communication à distance à cause de la vidéo. Toi, tu vas au contraire casser cette idée que c'est une difficulté d'être derrière un écran. J'aimerais que tu nous expliques comment, dans les différents ateliers d'écriture que tu mènes, les ateliers au long cours, tu arrives dans des dispositifs à avoir une relation avec les participants, et pas 10 personnes, hein, ça monte parfois des ateliers à plus de 100 personnes. Comment tu arrives à retrouver avec eux un dialogue constant, un échange constant, et à mener ces ateliers d'écriture qui, dans l'imaginaire de la plupart des gens, sont plutôt des choses qui sont réservées à 10 personnes et en présentiel. Concrètement, on n'y arrive pas. Je me souviens, dans les 2 ans de choses, avoir fait par exemple un stage avec un workshop de 2 jours avec l'Institut français de Pékin. C'était génial parce que c'était des profs de français soit dans les facs, mais aussi dans quelques-uns dans le secondaire, dispersés en Chine. Alors c'était passionnant de se retrouver, mais tu regardes à 2 ans de distance, il te reste quoi? Ça s'évince. Par contre, c'est pareil pour les quelques ateliers que j'ai pu faire avec des facs, etc., pendant la période confinement, mais en quoi l'outil numérique nous permet parallèlement, je dirais quelque chose à 2 temps. Je désignais Xavier, non pas à cause des NFT, mais quand il emmène une classe de 4e collège à Neuilly-sur-Marne en disant on explore la ville pour trouver les lieux secrets de la ville où il peut y avoir du récit fantastique. Et toi, tu dis, il fait ça le mec. Et tu vois les photos, et là, cette part d'échange à ce moment-là, comment on installe, nous, de pouvoir, par exemple, autrefois, c'est vrai qu'on faisait, avec les 3 académies, des stages annuels d'écriture, où les profs étaient même au début libérés une après-midi. J'ai connu des gens fabuleux dans ce cadre-là, des personnes comme toi, tu travaillais à l'époque à Melun en créant ce labo web, comment on peut, nous, rattraper le fait qu'il n'y ait pas de dispositif collectif pour ce qui concerne la formation au creative writing, même si on a acquis il y a 5 ans de faire reconnaître les 3 masters creative writing qui existaient à l'époque, Paris 8, Arles et le DU de Cergy, plus un à Toulouse qui est plus axé accompagnement, thérapie, etc., dans la liste officielle des masters. Ça, c'est un autre, je dirais, un autre combat. Mes ateliers avec de la vidéo, j'ai commencé en 2016, en gros. Et on utilisait des formes un petit peu qui sont déjà là, c'est-à-dire si je fais cette vidéo, elle est regardée avec un écart temporel, elle s'accompagne d'outils qui sont en ligne sur mon site, et simplement commence l'espace de partage des textes qu'on confronte. Avec la pandémie, ce qui nous est arrivé, c'est que d'une part, le taux d'équipement, j'allais dire, c'est un peu bête à dire, mais puis ça, par exemple, en discutant avec des enseignants, ils évaluent, mais c'est pas le lieu ici d'aller discuter de ça, mais un enseignant sur 3 était équipé pour s'approprier numériquement son propre enseignement. Ça a beaucoup changé depuis, mais je pense que
dans l'équipement machine, dans simplement ouvrir un Zoom, ou même préférer pour une petite discussion simple, faire une visio, comme on dit, tout ça, oui, il y a eu un changement d'échelle qualitatif. Mais pour moi, la différence, par exemple, c'est installer un rendez-vous, ce qu'on fait, nous, le lundi soir, et puis, bon, bah, on est 20, on est 30, on est 40. Moi, c'est bien, j'ai pas besoin d'allumer la réunion, mais à chaque fois, qu'est-ce que c'est bien de se retrouver dans un échange, parce que, quelles que soient nos pratiques, quel que soit le lieu de nos pratiques, le numérique est un rouage, de toute façon, non seulement de médiation, mais pas simplement de communication, un rouage d'élaboration et de création, ce qui soit d'ordre les vidéos poèmes, par exemple, je pense à Marine Riguet ou d'autres travaillant dans cet espace-là. Qu'est-ce que c'est important? Et Gilles et Emmanuel Pirer, qui citaient tout à l'heure, je me souviens de cette vidéo où on les voit habillés d'une espèce de blouse blanche aller dans un champ de maïs avec une petite serpette pour gueuler contre les OGM. Là, on a... Enfin, cet espace-là m'intéresse. Alors, dans ces questions d'atelier, pour moi, le fondamental, c'est, par exemple, en ce moment, de se dire, on le fait une fois par semaine. C'est-à-dire on s'approprie un tout petit truc, mais ce petit truc, là, par exemple, j'avais une conf sur Proust, là, dimanche, et en relisant Proust avant, il y a de façon récurrente, la première fois, c'est quand j'embrasse le front de la tante Léonie. Vous savez, cette fameuse phrase, je voyais paraître les vertèbres de son front, qui fait que Gilles l'a évacué de la NRF avant même de le lire au-delà de la 5e page. Mais après, par exemple, c'est embrasser la joue d'Albertine avec le petit grain de beauté. Puis après, Albertine, on embrasse, etc. Il y a le baiser de la mère, ça, c'est la mère qui se... Donc, est-ce que cette question-là, pour nous, dans la mesure où ça fait partie de notre vocabulaire d'appréhension du réel, le changement de focale, les grossissements, comme on sait citer 20 films où on voit très bien approcher un personnage de très près et puis passer, comment cette technique de Proust-là, d'une dynamique avec grossissement, comment on peut se l'approprier nous, dans la mesure où on l'utilise de façon non intentionnelle, mais ça nous renforcera. Alors ça, c'est le petit plaisir, et puis donc, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je sais que c'est ça que je vais partager. Et le nouveau, c'est qu'on peut le traiter comme labo collectif. C'est-à-dire, je ne demande pas la carte d'identité des gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent, mais je sais qu'on est ensemble dans ce défrichage. C'est aussi que ça peut être pendant 3 mois, on a besoin de ces choses-là, et puis qu'ensuite, on est sur un projet perso, on ne revient pas, et par contre, on peut avoir des initiatives ponctuelles, là, par exemple, utiliser Framapad. Là, pour l'instant, c'est de l'ordre du plaisir pour moi, et simplement, l'enjeu, c'est que précisément, qui est auteur? Là, on vient de terminer un truc, moi je suis dans ce malaise là, d'invasion de l'Ukraine le 26 février, il n'y a même pas un mois encore, relire le texte de Saint John Perse en 1943, en Louisiane, là, sous les pluies tropicales, dans un hôtel où il était le seul voyageur, une femme, croyant que la piscine était pleine, le matin on la découvre sur ce fond de carrelage, et lui, le texte s'écrit « laver, laver, eau, pluie », et donc ça dépasse de loin l'anecdote et des trucs comme ça. Donc pour moi, il y avait ce truc à l'impératif. Je n'avais jamais utilisé, ni en école d'art, ni dans les trucs scolaires que j'ai pu traverser, dire « ah, et si on écrivait à l'impératif, qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc ?» Et là, j'ai 50, j'ai envoyé hier en impression, et c'est-à-dire que la semaine prochaine, on aura un livre écrit à 50, où chacun trouve son bien. Ça, cette expérience-là, oui, sans doute la pandémie a donné un coup d'accélérateur. Mais justement, par rapport aux ateliers, mais en règle générale, il y a toujours ce rapport au travail éditorial, alors à un niveau très, très différent, que ce soit avec les revues que tu as pu lancer, que ce soit avec Publinet, dans le travail d'atelier. Comment toi tu te situes en tant qu'auteur par rapport à cette tentation du travail éditorial? Celui qui part, qui s'en va. Ma première expérience, ça a été donc mon site, j'étais le 800e site internet français, et ça m'avait valu un cadeau de la part de Wanadoo, qui avait eu un logiciel Clarisse Homepage gratuit pour me féliciter. Et après, j'ai commencé à avoir des copains qui mettaient pas toi,
qui mettaient des petites « Oh, attends, là, tu as fait une erreur sur Claude Simon. Oh, là, attends, tu as une coquille, etc. » Ronald Klapka, Philippe Ramy, et des gens... Et tout d'un coup, se dire « Mais attends, si on le fait ensemble, le site, allez-y, fais une chronique mensuelle. » Et après, donc, c'était la grosse bascule en 2000, dire « Ah ben, c'est plus ton site perso, donc on fait une association et on le rend autonome. » Là, par exemple, il y a une espèce de type bizarre, Sébastien Rongier, qui est là, totalement... Mais c'est très beau, l'expérience continue à plus de 20 ans, et avec d'autres gens que moi. Et en 2005, pour moi, il y avait ce truc-là de dire, ces trucs-là accaparent, ou du moins te transforment toi aussi, comme tes copains, en médiateur. Et pas simplement en quoi le web peut être ce travail, y compris dans le travail de code, où ça doit être un espace personnel. Donc je me suis fait mon espace personnel à côté. Françoisbon.com ou bon.com, ça marche pas tellement dans les bons trucs. C'est une époque où on créait, j'ai eu des périodes où j'avais au moins 20 noms de domaines, oeilnoir.net, abacuc.fr, etc. Et c'était pas forcément tenable, donc des blogs aussi, c'est notre grand jeu, c'était, on faisait des blogs que personne ne pouvait trouver si on n'avait pas le lien. Tu as dû faire ça toi aussi, à Melun. On installait des espaces nuages où on pouvait tout faire sans aucune censure, parce que même Google ne pouvait pas, on respectait cette loi, des choses comme ça. Donc ça, c'était hyper formateur. Bon, après, il y a eu la période où Internet, ça venait du hacking et tout ça, c'est-à-dire que moi, j'ai tout rassemblé sur tierlivre.net, ce qui fait que c'est un site avec plein de zones fossiles, avec des choses intérieures. Il y a beaucoup de ces sites-là qui ont été, évidemment, totalement disparus dans la nature, et ça n'a pas d'importance. Mais c'était le web comme expérience, et je pense que là, pour moi, ça, c'est une problématique qui reste toujours. En quoi il n'y a pas à reconstituer des pyramides et des accumulations éditoriales, justement, peut-être ce qui me sépare de l'expérience remue.net, comme elle continue. Qu'est-ce que je suis heureux qu'elle continue et qu'elle soit solide comme ça, mais comment on peut retrouver des systèmes qui laissent à chacun l'autonomie sans reconstituer des fédérations sous... pas plus que ça. Donc après, en 2008, j'avais eu cette idée que j'avais cru lumineuse, mais qu'il était, c'était un grand plaisir de trouver ça, dire mais on a tous des PDF, on a tous des textes qui ont été publiés en revue, etc. Pourquoi ne pas organiser justement une distribution? Donc le premier soir de cette idée, j'avais fait un mail à 70 personnes en disant faisons une coopérative de distribution de texte. D'abord uniquement sous PDF. C'est juste venu à ce moment-là où des copains d'Immatériel m'ont dit « Ah non, attends, il faut que tu fasses de l'EPUB. » C'est quoi l'EPUB? Bon, on s'y est mis. C'est le moment où Apple a lancé l'Apple Store. Juste après, Amazon est venu avec son Kindle et tout ça. Et moi, j'ai commencé à payer 2 personnes. Donc, ça a été une espèce de folie pendant 5 ans, avec un burn-out au bout. C'est pas grave non plus, et l'expérience s'est prolongée. Mais je pense que l'erreur, c'est que j'étais sur un modèle encore de hiérarchie verticale de l'éditeur. Je croyais qu'il nous amenait une bouteille d'eau. Et donc, juste pour finir, ce genre d'articulation, il est toujours, c'est toujours quelque chose d'actif. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai arrêté Publinet en 2013, c'est Philippe Aigrin, malheureusement disparu l'été dernier, qui a repris le... Oh, c'est sympa. Il y a une bouteille de rouge. Ce midi. Non, il faut que j'arrête de blablater. À ce moment-là, j'ai lancé une revue, j'ai appelé ça nerval.fr. Et ça, pour moi, il y avait un espace, c'est-à-dire comment les espaces de narration, donc de lire quelque chose de plus long, comme on trouve dans les magazines, on peut travailler sur des formes web de lecture confortable, multi-support, de textes qui sont les chantiers des livres, les textes accompagnant les livres, ou des textes autonomes. Et ça, bon, c'est ce chantier qui aujourd'hui est réinclus dans mon site Tierlivre. Et en ce moment, on est en train de vivre le contraire. Je bloque moi sur les cloisons et tout ça, donc dire bon ben c'est bon, et si la revue, moi je m'occupe de la logistique et de faire des livres en print on demand, parce que ça c'est quel plaisir, vraiment c'est un outil tout neuf pour moi ce truc-là.
justement aussi rémunérer les personnes qui nous aident. C'est pas un problème non plus si on entre un petit peu dans ce jeu de micro. On n'est pas soutenu par aucune institution, ni par le CNL, ni tout ça. Moi, j'habite en région centre. Ils m'ont dit une fois, ah non, toi, on peut pas t'aider parce que toi, c'est Internet. Merci. Restez dans votre merde. J'ai pas besoin de vous. Mais ce truc d'indépendance, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est constituant. Et voilà, donc maintenant, là, en ce moment, cette revue est en train de se redispatcher. Sans moi, il y a toujours cette espèce de mouvement de balancier. Mais je crois que si on veut être clair vis-à-vis de soi-même, il y a toujours un moment où se dire, il est où ton boulot, et c'est quoi ton boulot, et c'est quoi qui est ton boulot pour toi tout seul. Et là, pour moi, il y a toujours eu, de toute ma vie, il y a eu une espèce d'intouchabilité de ça. L'usine, ça te gêne, on t'a viré de ton école d'art, démerde-toi, va faire ton livre. Et ça, l'école d'art, à un moment, j'en ai eu marre. Salut les potes, j'ai autre chose à faire. Et ça, je dirais, par exemple, je m'étais toujours promis qu'à 65 ans, je me mettrais tranquillement à un endroit où je ne ferais plus rien du tout, sauf lire des livres et faire des essais sur la littérature. C'est un peu raté, mais... On va peut-être passer à un temps de questions avec le public. Je pense que c'est à vous de... Sans doute des questions. Je peux passer un micro ici. Micro là-bas. Quand on enregistre, c'est mieux si les gens utilisent un micro. Une première question. Je vais peut-être lancer les questions du coup. Quelle est votre approche en fait, notamment dans les projets en lien avec le milieu scolaire ou de groupe, de la mémoire, de l'archive, puisqu'on a des vraies problématiques justement de garder des traces, de documenter, voilà, comment vous voyez les choses de ce côté-là? Là, pour moi, c'est quelque chose, pour une fois, de simple à répondre. À un moment donné, s'apercevoir que justement la fragilité du site. Mais cette réflexion, il y a un livre qui a été très important que j'ai lu il y a 3 ans grâce à Zélie Fayol, Judith Spengler, c'est un livre, Judith Schlanger, pardon, qui est une vieille dame française, enfin, plus de 80 ans et qui est toujours à l'université de Jérusalem. Ça s'appelle « Présence des œuvres perdues ». C'est-à-dire en quoi les continents de ce qu'on ne connaît pas, parce que ça n'a pas été archivé ni dans les bibliothèques, ni quoi que ce soit. C'est une réflexion qui prolonge aussi celle de Walter Benjamin dans le Passagenwerk, avec travailler dans la BNF sur tous ces documents, les affiches, les programmes, les opuscules et tout ça. Quelque chose qui est extrêmement vivant aussi dans toute la période Révolution française. C'est-à-dire que chaque époque, dans ses inventions, rejoue à chaque instant la totalité de ce qui, je dirais, se constitue comme inconscient ou imaginaire collectif, au-delà de l'appropriation individuelle ou de la retransmission. Même le rapport de Lautréamont surréaliste. Et ce livre, La présence des œuvres perdues, pour moi, c'est simplement ce qui a structuré de dire qu'est-ce que ça peut faire. De toute façon, ton site n'est pas un objet de lecture exhaustif. Et ça, oui, par exemple, une question transversale. Là, il y a 4 ans, là, j'ai traduit le livre de Kenneth Goldsmith qui s'appelle Handcreative Writing, qui est un livre paru en 2011, mais moi où je m'étais servi des choses liées aux questions d'atelier d'écriture, qui est un grand dérangeur, mais il y a tout un chapitre sur ce fait-là, que le web ne peut pas être lu exhaustivement. Donc lui, par exemple, propose un truc, on envoie, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, il avait donné l'adresse d'une galerie à Mexico, avec aussi un autre emboîtement. C'est parce qu'au Mexique, il n'y a pas de convention de droit d'auteur, qu'il a un site qui s'appelle ubiweb.com, qu'on doit tous là connaître, parce que c'est une espèce de musée du contemporain, où il y a les films de Beckett, etc., ou des choses donc impossibles à diffuser en France sans être aussitôt bloquées. Et le Kenny avait juste dit, chacun imprime 10 ou 15 pages Internet de son choix et les envoie pour la poste à Mexico. Et donc, il y avait à Mexique, il dit, on va faire une impression globale d'Internet. Évidemment, c'était impossible, mais les photos de cette pyramide de papier de 6 mètres de haut, tout d'un coup, notre idée de l'Internet change. Mais par contre, sous le fond, c'était de dire, il y a toujours eu, dans la langue anglaise, dès le XVIIe siècle, un gars qui consacre sa vie à faire un livre sur la pêche à la ligne.
qu'est-ce qu'on trouve dans telle rivière, dans tel affluent de cette rivière, dans quel poisson, quelle période pourrait pêcher. Personne ne va le lire exhaustivement. On va lire, par contre, on va le trouver, mais ce n'est pas un dictionnaire ni une encyclopédie. C'est un livre qui fabrique l'état classique de la langue anglaise. On est à 50, 60 ans après Shakespeare. Et au 18e, il y a un gars qui s'appelle Johnson. Johnson, c'est une espèce de gros monstre qui publie des tas de volumes de droit, de juridique et tout ça, mais qui est respecté comme une espèce d'immense ponte. Et il y a quand il meurt, il y a un type qui s'appelle Boswell, mais Boswell est plutôt un ivrogne, qui fait la vie de Johnson. La vie de Johnson par Boswell, c'est toutes les petites choses. Comment il soignait son chien, où est-ce qu'il achetait son vin, comment il s'était engueulé avec quelqu'un à propos d'une lettre, etc. Et puis ensuite, il y a les gens qui gueulent contre Boswell, parce que pourquoi Boswell a simplifié ce truc de Johnson? Or, l'œuvre de Johnson a totalement disparu, parce qu'elle est inintéressante, même si elle était dominante. Et donc on a une configuration, dès le XVIIIe siècle, de projets d'écriture totalement impossible à appréhender de façon exhaustive. Idem, là, au début du XXe siècle, avec Gertrude Stein, qui produit le Making of Americans. Je prends une famille, le papa, le maman, les 2 enfants. Après, je prends les 4 personnages qui connaissent le papa, les 4 proches de la maman, les 4 proches de chaque enfant, et je vais en avoir 16. Puis je continue. À un moment donné, donc elle met 10 ans et 3000 pages, j'aurais inclus dans mon livre la totalité des Américains sur la planète, chacun décrit en 3-4 lignes. Évidemment, le projet est impossible, mais n'importe où qu'on ouvre le livre, le projet se reconstitue. Moi, je dois avoir 6000 trucs sur mon site. J'arrête pas quand je trouve des trucs, maintenant j'efface, j'élimine énormément, mais ça n'a pas d'intérêt archivistiquement. Et je pense que du jour où je me suis dit, là je voyais la photo de mon copain Jean-Luc Vernat là, dans le couloir, quand Vernat, il se lève le matin, il danse. Il m'a appris ça. Lève-toi le matin, prends 5 minutes, danse. Je te montrerai. On va le faire tous les deux. Mais qu'est-ce que ça peut faire de dire que la littérature n'est pas d'archives? Et là, tout d'un coup, en quoi le livre a pu nous tromper sur cette légitimité ou ce poids d'archives? Donc je vis beaucoup mieux depuis que je sais que c'est ce présent qui compte, quoi. Donc les questions de mémoire et d'archives, c'est pas mon job, mais chacun le sait. Je vais poser la première question, normalement, ça devrait enchaîner. C'est très étonnant, ce qui est peut-être des fois un peu paniquant, c'est cette impression que justement il n'y a aucune valorisation symbolique, ni de radio, ni de journaux, ni de machin comme ça. Donc on est dans un univers qui est extrêmement riche et saturant du point de vue de la relation humaine, du point de vue des expériences qu'on trouve, des dialogues qu'on instaure si facilement avec des gens, quelle que soit d'ailleurs un peu la langue, et paradoxalement aussi, je dirais cet isolement, quoi. C'est vrai que par exemple, moi, globalement, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, il y a des bibliothécaires et tout ça, mais je crois que ça fait... il y a 6 ans, j'avais fait on avait travaillé avec la médiathèque d'Argenteuil. Mais globalement, les bibliothèques sont parties de mon univers, les librairies sont parties de mon univers. Et je dirais que c'est une espèce de choix par défaut, quoi, d'installation par défaut. C'est quelque chose que j'ai du mal à piger, ces choses, et qui sont pour moi aussi essentielles. C'est-à-dire les livres qui paraissent. Oh là là, on a les éditeurs, ils disent oh, putain, on est quand même à 170 exemplaires au bout de 3 mois. Ok, tu as fait une mise en place à 1200, tu en as 170 vendus, les autres c'est les retours et tout ça. C'est génial parce que par exemple, depuis que Recycle Livre existe et que c'est une entreprise sociale, les choses que les bibliothèques devaient détruire, maintenant, moi j'achète beaucoup plus de livres au Recycle Livre parce que c'est tout des pans entiers de la création contemporaine qu'on trouve grâce à ça. Mais le livre se réduit comme ça n'a pas d'importance parce que je dirais que ces relations de communauté qui sont des communautés minuscules, au sens que Michon dit vie minuscule, ces communautés qui s'assemblent autour de choses qu'on se passe, même si on est 20-30, mais qu'on le solidifie là,
sous forme de comment toi tu t'es dépassé dans ton livre et comment moi ce livre je le prends et que je l'assume. On s'est totalement coupé de ce système où, disons en gros, 500 livres par an représentent plus de 70% du chiffre d'affaires de l'édition, ou que les 8 principales maisons d'édition représentent plus de 90% du chiffre d'affaires global du livre, alors que nous, toutes les petites maisons qu'on lit, Lanskin par exemple, le dernier livre de Soren Berlotti, quel boulot formidable font ces gens-là. Ça ne répond pas, mais pour moi c'est un truc qui me tracasse, quoi. C'est extrêmement rare qu'on soit convoqué là, comme ça, qu'on s'assemble, c'est pas une convocation, qu'est-ce qui se passe avec le web, quoi. Bonjour. Moi, je voulais savoir, j'ai 2 questions. Qu'est-ce qui, à la fois, vous excite dans cette nouvelle ère où on parle vous avez parlé des NFT, mais aussi des métaverses qui ont encore une fois aussi chamboulé le rapport au web pour tous les arts et aussi une quotidienneté, et quel est pour vous peut-être le saut, la bataille à ne pas louper pour tout ce qui concerne peut-être la littérature, la poésie, on est un peu dans l'aspect philosophique, mais si vous rêvez très fort, qu'est-ce qui vous excite dans cette nouvelle ère, et quel est pour vous un peu les avertissements que vous pourriez nous donner à vous-même et à nous voilà. On va comparer nos 2 âges, et je veux dire, à vous de faire le job, c'est plus le mien. Mais tout à l'heure, là, justement, on parlait avec Jean-Jacques Paysan là, de IUFM Créteil 2006. Non, Créteil, 2005. On crée à l'IUFM, où à l'époque, il y avait 2 ans de formation pour devenir un stit, dont 4 heures sur les 2 ans avec un orthophoniste, parce que quand même, on utilise la voix 10 heures par jour. Et on avait créé, et ça partait, vraiment un truc qui nous tenait à cœur, une option artistique écriture. Et au bout de l'année, le recteur de l'académie qui nous dit: la littérature est chose trop sérieuse, il l'avait écrite, hein. La littérature est chose trop sérieuse pour être considérée comme discipline artistique. Classez vos trucs. Donc, si tu veux, moi, au bout de 20 cheveux blancs, on a pris assez de coups dans la gueule, quoi, avec le creative writing, avec le numérique. Par exemple, Michel Tournier, 1993, dans la une du Figaro littéraire, prétend-il faire de tout le monde des écrivains? Garde tes trucs, mec, tu crèveras avant moi, c'est ce qu'il a fait. Mais pour le numérique, après le livre, qu'est-ce que j'ai... Pareil, quoi. Alors que c'est des questions, si on ne réfléchit pas aujourd'hui, et le paradoxe, c'est que si on prend au Collège de France des gens comme Roger Chartier, comme William Marx et tout, eux, cette réflexion, ils l'ont. Le séminaire de William Marx, là, par rapport à sa question, c'est le séminaire sur les bibliothèques perdues. Wow, donc, pour moi, il n'y a plus de bataille. Je pense que simplement, on fait ce qu'on a à faire, et si on le fait bien, ça suffit. Mais c'est une position de principe politique au sens large qui, pour moi, compte énormément. La première question, après, c'est plus autre chose, c'est-à-dire que je dirais qu'il y a pour moi un devoir d'expérimenter. Même s'il est dans des impasses. C'est-à-dire qu'à la maison, par exemple, j'ai 3 caméras 360 degrés. Une première, on avait été filmer les lieux de Lovecraft à Providence, c'est 2017. Une Insta 360 d'il y a 2 ans. Et l'an dernier, une Kandao Kukam qu'utilisent les agents immobiliers et que j'ai utilisé sur les tombes d'écrivains et dans les maisons d'écrivains. Bon, ça, franchement, aujourd'hui, c'est trop tôt. D'année en année, il faudrait encore claquer. Donc le métaverse, on y arrive, mais j'ai besoin de maîtriser les outils. Qu'est-ce que c'est que l'immersion? Et ça, par contre, là, théoriquement, on peut travailler collectivement. Qu'est-ce que ça change à la question de l'image? Qu'est-ce que ça change à la question textuelle et aux récits qu'on installe? Et comment ces récits immersifs progresser dans l'immersivité
alors que c'est un concept, mais qui est, je veux dire, qu'on trouve déjà dans les textes cinéma, sur le cinéma de Sandrard en 1911, d'Epstein en 1927, donc c'est toujours une histoire comme ça. Il y a un texte d'Artaud en 1926 qui est le cinéma, ouais, c'est super avec le mec qui tourne le truc et puis le rail qu'on installe. Mais imaginez qu'on le miniaturise. Et Artaud, puisqu'il y a toute la question de la vision binoculaire et tout ça, il est capable le cinéma en relief, pour lui, c'est juste une question de semaines avant que ça arrive. Et par contre, la couleur, ça lui est totalement absent. Donc cette réflexion-là, pour moi, ça serait ça le fond de la réponse. Si on a toujours, historiquement, les moyens de revenir à notre propre histoire littéraire, un peu de la même façon que si je travaille sur Gertrude Stein avec des étudiants, c'est dire attention, 1910-1920, il n'y a pas que Proust et James Joyce, il y a aussi pourquoi ce continent il est mis de côté. Et c'est le même genre de schéma intellectuel, mais il y a cette tâche, et c'est là aussi où on est un peu seul, à travailler sur comment, si on reprend le récit des différentes transitions, notamment sur le cinéma, on peut tirer des éléments qui nous aident à comprendre ce que c'est que ces trucs de métaverse. Moi, globalement, je pense que je suis prêt et que j'ai des contenus pour ça. Mais pour l'instant, je l'ai fait frontalement avec ma petite cam, chaque matin, et aussi avec cette réactivité TikTok qui est très, très, très étrange. Pour les NFT, je pense que c'est plus la question juridique de fond là, qui m'intéresse en ce moment. Mais par contre, les batailles, si on pense à ce que c'est que la bataille pour la littérature, on va se flinguer tout de suite, quoi. C'est très impressionnant pour moi le Macval quand j'y viens, parce que la première fois que je l'ai visité, il n'était pas fini. Un copain avec qui j'étais à la Villa Médicis, Jacques Ripaud, qui l'a dessiné, et il me l'a fait visiter avant que les monories étaient encore tout emballés de papier bulle et tout ça. Et Jacques est mort en 2015. Ça ne répond pas. Mais c'est pas la bataille qui nous permet de gagner, quoi. Je ne sais pas ce que c'est pour Kafka, je ne sais pas ce que c'est pour Proust. Par contre, je sais que si je continue d'être chez Kafka et chez Proust, ou chez Michaud, ou chez Artaud, ou chez Gertrude Stein, ou chez Daniel Colobert, pourquoi aujourd'hui Monique Wittig est totalement absente partout, alors que c'est quelqu'un qui les guerrières, ou son Virgile, non, reprendre l'expérience de Virgile, mais dans les manifs à San Francisco, en disant que Virgile est une femme, et qu'elle est une femme, et qu'on suit, et qu'on refait ces cercles de l'enfer dans les combats d'une société là, en pleine guerre du Vietnam. Oui, ça c'est nos batailles, je dirais, humbles et de tous les jours. Mais le quart d'heure de la lecture du CNL, le 10 machin, wow, tout le monde s'arrête et lit. Et puis vous voyez, ils font une vidéo qu'ils ont payé je sais pas combien, et c'est quoi, le président du MEDEF et le président du Sénat. Mais dans quel monde on est, quoi. Donc faisons nos petits trucs. Et le web, par contre, pour moi, reste subversif. C'est-à-dire, par exemple, j'adore, j'ai mon label de bouquins, j'adore les composer, j'adore les diffuser, puis genre un copain du Seuil, Vincent Message, que j'ai connu dans mes ateliers d'écriture, comme par hasard. Vincent, quoi, tu fais tes enveloppes toi-même? Bah ouais, mon gars. Et j'aime faire mes enveloppes, et tu fais des dédicaces dans le salon de livre, qu'est-ce qu'on a à foutre? Par contre, très rarement, le livre, c'est des gens que je ne connais pas, mais que s'il y a un petit mot qui vient après, et un échange, là, ces transferts de communauté sont vachement importants. Mais ça, c'est tout petit. Et par contre, comment on reste présent dans les outils de masse? Et là, pour moi, oui, il y a une bataille. C'est-à-dire, combien j'ai de copains et d'anciens ou d'actuels copains du littéraire. Ah non, on n'y touche pas le web. Ah si, tu les vois une fois tous les 2 ans. Ah, j'ai mon livre qui sort, je suis content de te l'envoyer. Tu fais une vidéo avec des copains qui sort un livre. 10 jours après, il a un petit articulé dans je sais pas quel truc. Oh, le premier article sur mon livre. Ah bon, j'ai fait une vidéo. Mais non, je plaisante parce qu'il est tard. Mais il y a de quoi faire au quotidien sur ces batailles, quoi. Mais je pense simplement que ça passe par les contenus, les contenus, les contenus, les contenus, les contenus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça s'arrêtait là.
Merci beaucoup François pour ce moment. Merci. Merci à toi de la confiance. Tu vois, on n'a pas besoin de s'en servir. Vous allez faire le match.